Il est 13h30 ici à Paris, l'heure du Club du Mondial, votre rendez-vous 100% foot. Nous allons aujourd'hui encore décrypter les meilleurs moments de la compétition avec Benoît Perrochet du service des sports. Bonjour Benoît. Bonjour Nabia. Et puis bien sûr Xavier Barré à nos côtés, consultant RFI France 24. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nabia. À vous, on va revenir sur la qualification du Maroc pour les 16e de finale. Oui, les Lions de l'Atlas qui ont fini par l'emporter face à Haïti. Le score 4-2, l'ambiance dans le stade d'Atlanta qui était un pur moment de délire. Et puis les Bleus qui se préparent à affronter la Norvège pour leur dernier match de poule, c'est ce vendredi. Oui, et ce sera en l'absence de leur sélectionneur rentré en France, on le sait, pour les obsèques de sa maman. Les Françaises seront guidées par Guy Stéphane, l'adjoint fidèle de Didier Deschamps. Son portrait à suivre. Et puis vous avez sans doute entendu vos voisins hurler de joie devant un but que j'appellerais fantôme. Pas tant que ça. Rien de votre côté dans votre télé avant plusieurs secondes. Eh bien, vous verrez pourquoi. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce Club du Mondial. Évidemment. Le dénouement d'abord de la phase de groupe a donc démarré la nuit dernière. 6 matchs, 3 groupes ont livré leur verdict. L'Afrique du Sud pour la première fois qualifiée pour la phase d'élimination directe après sa victoire face à la Corée du Sud 1-0. Oui, et les Bafana qui vont crescendo dans cette Coupe du Monde. Ils avaient été très décevant, même limite catastrophique lors de leur entrée en lice. C'était le match d'ouverture face au Mexique, un peu mieux face à la République tchèque. Aujourd'hui, ils ont dominé des Sud-Coréens qui, eux, en revanche, ont une trajectoire inverse. La Corée du Sud qui n'est pas encore éliminée, mais elle va devoir attendre de savoir si elle finira parmi les meilleurs troisièmes. Pour le moment, c'est le cas, mais il y a beaucoup de matchs encore à jouer. Et dans l'autre match de ce groupe, le Mexique qui poursuit son sans faute avec une large victoire 3-0 face à la Tchéquie. Les Mexicains qui recevront encore dans leur temple d'Azteca mardi prochain, et ils attendent de connaître leur adversaire qui sera un des 8 meilleurs troisièmes à l'issue de la phase de groupe, les Sud-Africains qui affronteront dimanche à Los Angeles le Canada pour une place en 8e de finale. L'Afrique du Sud qui alterne le bon et le moins bon, mais qui passe, et ça, c'est historique. Oui, absolument, parce que l'Afrique du Sud avait organisé la Coupe du Monde en 2010, ils avaient participé également à celle de 98 en France, et ils n'étaient jamais sortis des poules. Et là, il faut relativiser, parce qu'ils sortent des poules, mais pour un 16e de finale. Avant, on sortait des poules pour un 8e de finale. Donc, il y a plus d'équipes. Mais ce qui est intéressant, c'est, comme le disait Benoît Perrochet, c'est la trajectoire de ces Bafana. Le premier match d'ouverture contre le Mexique, il se retrouve à 9. Il y a 2 cartons rouges, dont un très important pour le milieu de terrain Teboho Mokoena en première période, et l'autre pour Temba Svane qui était rentré et qui est sorti, qui se fait expulser 10 minutes à peine après être rentré. Donc ils finissent le match à 9 contre le Mexique, ils perdent 2-0. Derrière, ils sont menés, sans ces joueurs évidemment qui étaient suspendus, ils sont menés par les Tchèques, ils parviennent à égaliser sur un penalty généreux à 10 minutes de la fin, mais encore une fois une belle réaction. Et puis du coup derrière, eh bien il y a ce reformatage de l'équipe en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'Hugo Bross qui s'appuyait plutôt sur l'ossature des Mamelodi Sundowns, les champions d'Afrique des clubs, eh bien là il a basculé, il a mis pratiquement que des joueurs d'Orlando Pirates, le grand rival de Mamelodi Sundowns dans les compétitions de clubs en Afrique du Sud. C'était un pari risqué de faire ça ou pas? C'était alors un risque limité puisque c'est des joueurs qui se connaissent bien, puisqu'ils évoluent dans le même club, mais oui, c'était un peu un risque quand même parce que c'était pas les titulaires habituels. Il a même sorti l'avancante qui joue en Première Ligue à Burnley, Lyle Foster, pour mettre évidence McGopa, qui est une star en Afrique du Sud, mais qui est peu connu au niveau international, et le résultat c'est ce succès qui suffit aux Sud-Africains pour accéder au tour suivant. Et une déception en revanche pour la Corée du Sud qui est en ballottage plutôt défavorable. Oui, ils ont joué de malchance lors du match précédent face au Mexique, puisque le Mexique les bat 1-0 avec une grosse boulette du gardien. Les Coréens effectivement nous ont habitués à passer les premiers tours. Eux en revanche, il faut rappeler qu'ils sont en phase finale de Coupe du Monde sans discontinuer depuis 1986 au Mexique à l'époque. Ils sont toujours au rendez-vous et souvent ils passent en 8e de finale. Cette fois-ci, ils vont devoir attendre. Mais je pense que normalement, avec une différence de but de -1, je crois, 3 points et -1, ils devraient passer.
Et en revanche, alors le côté Mexique, là, c'est le carton plein, le sans faute jusque-là. Troisième pays hôte de cette Coupe du Monde. 3 victoires en 3 matchs, aucun but encaissé, très solide. Mais on va voir quand aussi l'adversité va monter d'un cran. C'est vrai qu'ils ont bénéficié de circonstances extrêmement favorables, on le disait. Ils ont joué à 11 contre 9 le match d'ouverture contre l'Afrique du Sud. Ensuite, ils ont eu cette boulette du gardien coréen qui leur a permis de gagner. Là, contre des Tchèques qui devaient absolument gagner, ils ont joué en contre-attaque et ils ont gagné largement. Maintenant, on sait que le réservoir mexicain est intéressant et important. Et ce qui était intéressant, c'est que Javier Aguirre, justement, a puisé dans ce réservoir mexicain puisqu'il a fait jouer des remplaçants lors du match contre les Tchèques. Et le résultat à l'arrivée est le même. Donc, il y a beaucoup de complémentarité, il y a beaucoup de solutions alternatives. Et puis, on a vu à l'œuvre, titulaire d'entrée cette fois-ci, la petite pépite mexicaine, Gilberto Mora, qui a 17 ans à peine et qui a fait une première titularisation réussie. Le groupe B maintenant, et oui, le Canada, le groupe B, battu par la Suisse. Ouais, 2-1 devant son public à Vancouver. Une défaite, mais une première qualification pour une phase d'élimination directe d'une Coupe du Monde. Une défaite qui a quand même une conséquence, Nabia, fâcheuse pour les Canadiens, puisqu'ils disputeront leur 16e de finale face aux Sud-Africains dimanche. À Los Angeles, ils seraient restés au Canada s'ils avaient fait match nul face aux Suisses. La Suisse qui termine donc en tête de ce groupe, logiquement avec 1 nul et 2 victoires. Oui, emmené par sa révélation, Johan Manzambi, 20 ans seulement, mais déjà 3 fois buteur dans cette Coupe du Monde. La Nati qui rallie le stade des matchs à élimination directe pour la 4e fois de suite. Dans ce groupe, c'est fini pour le Qatar, battu par la Bosnie-Herzégovine 3-1. La Bosnie, 3e de ce groupe B, qui a son billet pour les 16e, puisqu'elle est d'ores et déjà assurée de finir parmi les 8 meilleurs 3e. Ça sera donc une première pour les Bosniens, eux qui participent à leur 2e Coupe du Monde après 2014. Et de quoi donner des regrets à l'Italie. Parce qu'il faut rappeler que les Italiens ont été éliminés par les Bosniens. Et c'est un groupe auquel on s'est assez peu intéressé, mais si l'Italie avait été là, forcément, on s'y serait beaucoup plus intéressé. Le Canada avait donc une belle carte à jouer. Ils passent en 16e de finale, mais ils peuvent avoir des regrets quand même. Parce que cette équipe de Suisse, qui est un habitué de ces rendez-vous-là, elle n'a pas été flamboyante. Elle est un peu vieillissante d'ailleurs. Oui, c'est pas l'équipe la plus spectaculaire, mais en tout cas, elle présente une vraie régularité dans les grandes compétitions. Ils sont toujours là et ils sortent toujours des poules. C'est donc le résultat, d'ailleurs, on en a parlé déjà dans cette émission, d'une politique de formation qui porte ses fruits. Et donc, cette équipe suisse a vraiment de jeunes talents. Et on évoquait le jeune Manzambi, qui a marqué déjà 3 buts dans la compétition, qui est un garçon qui est né il y a 20 ans à Genève, qui évoluait au Servette et qui est maintenant passé à Freiburg, en Allemagne, club avec lequel il est allé en finale de la Ligue Europa contre Aston Villa. Donc, il y a vraiment une relève qui arrive également dans cette équipe suisse, donc qui se termine premier quelque part, c'est logique, mais ça peut donner des regrets aux Canadiens parce que ils ont joué vraiment de malchance dans cette compétition. Il faut rappeler qu'ils étaient privés de leur petit Mexicano-Canadien Marcelo Flores qui s'est blessé juste avant la compétition. Ouais. Et là, lors du 2e match, il y a leur milieu de terrain Ismaël Koné, qui est né en Côte d'Ivoire mais qui joue pour le Canada et qu'on connaît en France puisqu'il est sous contrat avec l'OM. Et donc Ismaël Koné s'est gravement blessé, fracture de la jambe. La saison il était d'ailleurs au match. Il était au match hier, mais en chaise roulante, enfin dans un fauteuil. Ouais. Le Canada, Benoît, qui quoi qu'il arrive, désormais, on a terminé avec sa Coupe du Monde à domicile. Ouais, avec sa Coupe du Monde à domicile, effectivement, parce que je vous le disais, ils vont disputer leur 16e de finale donc à Los Angeles, ce qui n'aurait absolument pas été le cas s'ils avaient au moins partagé les points avec la Suisse l'année dernière. Ils seraient restés au Canada avec l'appui du public. Là, ça va donc être Los Angeles, et puis je crois que si ça passe, s'ils se qualifient derrière, ce sera Houston et Boston. Donc c'est fini la fête au Canada, cette communion avec le public. On a vu le stade encore hier à Vancouver qui était plein, absolument. Qui était plein et tous avec le maillot du Canada. La belle histoire, en tous les cas, elle continue pour les Bosniens qui disputent leur 2e Coupe du Monde. Cette place au mondial qu'ils ont décrochée à l'issue des barrages, tombeur de l'Italie. Oui, c'est ce que disait effectivement, c'est ce que disait Xavier, et c'est vrai que l'Italie peut avoir des regrets face à cette équipe, mais méritant les Bosniens qui pourraient affronter au prochain tour les États-Unis.
Oui, absolument. Alors c'est une équipe assez paradoxale parce qu'il faut rappeler qu'une grande majorité de ces joueurs, 17 sur les 26, sont nés à l'étranger. Parce que la Bosnie ayant connu la guerre, beaucoup de familles ont fui la Bosnie à cette époque. Et donc ils reviennent maintenant petit à petit jouer pour ce pays. Et vous évoquiez le fait c'est leur deuxième Coupe du Monde. Donc ils étaient en 2014 au Brésil. Et il y a 2 joueurs de cette époque qui sont encore dans cette sélection. Donc le défenseur Sead Kolasinac, qui a joué à l'OM, qui joue maintenant dans un club italien. Et puis l'avant-centre Dzeko, qui a 40 ans et qui a joué hier alors qu'il n'avait pas encore joué dans la compétition. Dzeko qui a 40 ans et donc qui est un peu le témoin de et le symbole de cette sélection bosnienne extrêmement résiliente et combative. Ça nous fait toujours tiquer d'entendre un joueur à 40 ans et pourtant il peut être toujours au top de sa forme. Et même il y en a 8 je crois dans cette Coupe du Monde qui ont 40 ans. La majorité c'est des gardiens de but. Memo Ochoa d'ailleurs, le Mexicain a joué hier à la fin de match. Ouais. 6e Coupe du Monde. Mais là quand c'est des attaquants comme Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, on en parle beaucoup. Modric, le milieu de terrain croate, ou Dzeko, l'attaquant bosnien, effectivement, c'est quand même des phénomènes. Le groupe C, le Brésil qui termine en tête devant le Maroc. Oui, après sa victoire 3-0 face à une faible équipe d'Écosse, un but de Cunha et un doublé de Vinicius. Déjà 4 buts pour le joueur du Real Madrid qui a marqué à chaque match. 4 buts, c'est autant que Kylian Mbappé, c'est autant que Erling Haaland, les stars du mondial qui sont donc bien au rendez-vous. Autre fait marquant de ce match, l'entrée en jeu de Neymar à la 76e, l'ancien Parisien qui n'était plus entré en jeu avec la Seleção depuis octobre 2023. Il a été ovationné pour son entrée en lice, même s'il n'a pas été décisif. On va écouter tout de suite Vinicius Junior qui était en zone mixte. Au football, il est toujours important de marquer des buts et de réaliser de belles performances. Lors des 3 premiers matchs, j'ai pu mettre à profit tout ce que j'ai vécu au fil des années en équipe nationale, notamment pendant les périodes où je n'avais pas pu montrer ce dont j'étais capable. Et il n'y a rien de mieux que de pouvoir marquer des buts et réaliser de belles performances dans un contexte comme celui-ci. Et le Maroc, deuxième de ce groupe. Oui, mais ils ont été malmenés, les Marocains, face à des Haïtiens totalement décomplexés, qui étaient éliminés au coup d'envoi de cette rencontre. Haïti qui a mené 2 fois au score face aux Lions de l'Atlas, qui ont fini par avoir le dernier mot. 4-2 score final, porté par Achraf Hakimi, les Marocains, buteur puis passeur pour la révélation du tournoi. Le futur joueur du Bayern, Ismaël Saibiri, premier joueur africain à marquer lors des 3 matchs d'une phase de groupe. Le Maroc qui affrontera le vainqueur du groupe F. Actuellement, eh bien, ce sont les Pays-Bas qui occupent cette place-là. À moins que ce soit, parce qu'il y a encore de l'enjeu dans ce groupe F, à moins que ce soit le Japon. Je crois que même la Suède peut encore remporter ce groupe. Le Maroc a fait tourner aussi, il faut préciser ça. C'est que le nouvel entraîneur Mohamed Wabi en a profité, sachant que la qualification a été acquise, pour faire tourner. Alors ils peuvent avoir des regrets parce que s'ils avaient cartonné Haïti, ils auraient pu finir à la différence de but devant le Brésil. Bon, là ils sont deuxièmes, de toute façon ça change peu de choses puisque les tableaux sont ensuite extrêmement denses, qu'on aille d'un côté ou de l'autre. C'est à peu près la même. Vous venez d'en parler, Xavier, du changement d'entraîneur. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau ? Est-ce qu'on sent déjà sa patte ? Il a apporté un jeu beaucoup plus offensif. Walid Regragui avait bâti la réputation du Maroc et notamment leur épopée au Qatar en 2022 sur une défense de fer et un jeu de contre-attaque. Et ensuite, quand il a voulu faire évoluer ce jeu, bien ça n'a pas payé puisque lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Maroc a été battu sur le terrain en finale, même s'ils étaient arrivés, même si depuis il y a eu des histoires administratives qui leur ont donné le titre. Mais dans le jeu, il y avait une insatisfaction, alors que là, avec Mohamed Wabi, qui avait lui conduit les moins de 20 ans marocains au titre de champion du monde, ils avaient battu l'Argentine moins de 20 ans en finale, eh bien, on a une nouvelle génération beaucoup plus offensive, décomplexée. Et puis des innovations tactiques avec notamment, vous évoquiez Benoît Saibari, le futur joueur du Bayern, qui joue avant-centre, là qu'il a fait jouer en soutien d'attaque. Enfin, il y a vraiment de la nouveauté, de la créativité et une sélection beaucoup plus séduisante que la précédente. Neymar qui a donc rejoué lui en sélection pour la première fois depuis octobre 2023. Il ne manquait plus que lui pour que la fête soit complète, soit totale aux États-Unis, même si le Brésilien n'a pas vraiment été dans le rythme de cette fin de match face à l'Écosse. L'essentiel était peut-être ailleurs pour le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção et c'est Cédric Ferreira, notre envoyé spécial sur place, qui nous raconte tout ça.
À la 76e minute, une immense clameur a parcouru le stade de Miami, car voir Neymar avec le Brésil est un immense événement tant le joueur revient de loin. Déjà, la dernière fois qu'il a joué avec le Brésil, c'était en octobre 2023, lors d'un match contre l'Uruguay où il s'était gravement blessé au genou. Depuis, il a rejoint son club formateur de Santos au Brésil. Il a enchaîné les pépins physiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un événement de le voir avec le Brésil, car lorsque Carlo Ancelotti a annoncé la liste des joueurs retenus, Neymar, à ce moment-là, était blessé au mollet. On a laissé João Pedro, l'attaquant de Chelsea, sur la touche, 100% apte physiquement pour prendre Neymar. C'est pour ça que ça faisait un débat. Il y avait les pros et les anti-Neymar, mais au sein de la sélection, le discours est unanime. Les joueurs et les membres de la fédération sont heureux d'avoir Neymar avec eux, car selon eux, il apporte beaucoup de confiance à l'équipe. Alors sur le terrain, face à l'Écosse, lors du dernier quart d'heure auquel il a participé, ça ne s'est pas vraiment vu. Le rythme était très lent, il n'y avait plus de suspense. Il a participé à quelques actions sans faire de grandes différences, mais l'essentiel était ailleurs, c'était le symbole. Voir Neymar de retour, ça donne de la confiance aux Brésiliens à l'approche des 16e de finale, car l'objectif, c'était là de le voir jouer contre l'Écosse quelques minutes, de le tester. Et finalement, Neymar a répondu présent. On va voir maintenant s'il est capable évidemment de participer à un match dans son ensemble. Mais c'est déjà une bonne nouvelle pour le Brésil qui a terminé à la première place du groupe C, qui va pouvoir bénéficier d'un peu plus de repos supplémentaire par rapport à son futur adversaire. Et évidemment de compter dans ses rangs Neymar comme désormais potentiel titulaire en 16e de finale. Donc Neymar qui rejoue, on est dans le symbole et ça apporte de la confiance ou pas? Moi, je trouve qu'on n'est pas dans le symbole, on est vraiment dans la réalité du jeu, parce qu'il est, même s'il est rentré qu'au dernier quart d'heure, il faut rappeler qu'il n'avait pas joué depuis 3 ans dans l'équipe nationale du Brésil, qu'il était relevé de blessures, mais il a été très bien géré. Ancelotti, par exemple, ne lui a même pas fait faire le déplacement pour le match précédent contre Haïti. Il est resté au centre d'entraînement pour parfaire sa réhabilitation. Le résultat, c'est qu'il rentre et qu'il fait un bon dernier quart d'heure, parce qu'il apporte vraiment le lien, le chaînon manquant dans cette équipe brésilienne où on a un milieu de terrain très athlétique avec Casemiro, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, et puis des attaquants bourrés de talent comme Vinicius, Matheus Cunha et le jeune Ryan qui était titularisé hier. Donc il manque de lien entre ces deux lignes. Et quand Neymar rentre, tout de suite, on retrouve du lien. Et donc, je pense qu'il aura un rôle à jouer dans les prochains matchs. Bon, en tout cas, Neymar qui rejoue, Messi qui fête son anniversaire, le capitaine de l'Albiceleste a 39 ans depuis hier et ses coéquipiers n'ont pas manqué de le lui rappeler. Oui, sur les réseaux sociaux, Messi qui a partagé une photo de lui avec un gâteau en compagnie de certains coéquipiers. Vous allez voir aussi les images publiées par la Fédération argentine. Le gâteau qui provenait, on a enquêté, de Pan Caliente, une pâtisserie de Kansas City. C'est là qu'est situé le camp de base de l'Argentine. Cette pâtisserie qui appartient à un chef pâtissier argentin, des joueurs qui portaient tous des t-shirts avec une photo d'eux, avec la légende argentine. L'histoire ne nous dit pas s'il a aimé son gâteau, non? J'imagine. Mais ce qu'on pouvait lire aussi dans le dos de ces t-shirts, à l'homme qui a changé nos vies, nous a offert des moments inoubliables, nous a fait croire que tous les rêves étaient possibles. Le plus beau, ce n'était pas seulement de le voir, c'était de le vivre avec toi. Joyeux anniversaire, capitaine, on t'aime. Ça dit quand même quelque chose de ce qu'il continue d'incarner et de représenter pour ses coéquipiers. C'est un vrai personnage dans une mission messianique pour jouer sur son nom. Aujourd'hui en Argentine, il a conquis tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il est parti très jeune, à l'âge de 13 ans, à Barcelone, et que pendant longtemps, les Argentins lui ont préféré Carlos Tevez, qui était un garçon issu des quartiers populaires de Buenos Aires, avec sa balafre, le vilain garçon. Et donc, il y avait une vraie concurrence entre les deux au début de l'arrivée de Messi en équipe d'Argentine. Et puis, Tevez a été écarté, et c'est Messi qui est devenu leader. Mais dans l'esprit des gens, oui, mais Maradona est au-dessus. Et aujourd'hui, il a gagné cette Coupe du Monde, il y a 4 ans au Qatar, et il apporte toujours énormément de bonheur, et il a vraiment pris le relais de Maradona dans l'esprit des Argentins. Focus sur les Bleus maintenant, ils se préparent donc à faire face à la Norvège. Le programme de l'équipe de France a été chamboulé avec le départ du camp de base de Boston de Didier Deschamps. Il est rentré en France pour les obsèques de sa maman. En attendant, il confie les joueurs à son premier adjoint, Guy Stéphane. C'est lui qui dirigera les Bleus. Qui est ce fidèle lieutenant de Didier Deschamps? Son portrait, tout de suite, on le regarde et on s'en reparle. Ok, merci. Solidarité envers Didier Deschamps et unité derrière celui qui se définit lui-même comme un homme de l'ombre. Guy Stéphane, 69 ans, adjoint de Didier Deschamps depuis juin 2009. D'abord à l'Olympique de Marseille, puis avec l'équipe de France. Ce Breton d'origine est l'un des rares en qui le sélectionneur a une confiance absolue.
C'est quelqu'un qui a une expérience du haut niveau aussi, qui n'est pas là pour me dire toujours oui. Il le sait. Il me demande mon avis et s'il me demande pas, je lui donne aussi. Si ce binôme fonctionne aussi bien depuis 17 ans, c'est aussi parce que les deux hommes ont appris à ne pas empiéter sur le travail de l'autre. Ensemble, ils ont mené la France au 2e sacre mondial de 2018 et remporté la Ligue des Nations en 2021, après avoir gagné avec l'OM le titre de champion de France 2010 et 3 coupes de la Ligue de 2010 à 2012. C'est une complicité qui s'est construite au fil du temps, qui s'est construite au fil des victoires et au fil des échecs aussi, au fil des difficultés aussi. C'est probablement là qu'on voit le mieux un tandem. Voilà, s'il tient bien la route, s'il ne tremble pas. Les deux hommes se sont connus lors de l'Euro 2000. Didier Deschamps participait à sa dernière compétition internationale. À l'époque, Guy Stéphane était déjà l'homme de confiance d'un autre sélectionneur des Bleus, Roger Lemaire. Mais il n'a pas toujours travaillé dans l'ombre, entraîneur de l'Olympique lyonnais et des Girondins de Bordeaux dans les années 90. Guy Stéphane a également été le sélectionneur du Sénégal de 2003 à 2005, quart de finaliste de la CAN en 2004. Face à la Norvège, il sera de nouveau sous le feu des projecteurs. Une situation imprévisible, mais pas inédite. En 2022 déjà, il avait pris la direction de l'équipe de France face au Danemark, lorsque Didier Deschamps avait dû quitter le rassemblement des Bleus, après le décès cette fois de son père. Voilà pour ce portrait donc de Guy Stéphane. Xavier, Benoît, ça vous est sans doute déjà arrivé, vous êtes tranquillement installés devant votre match et puis là vous entendez le voisin hurler, vous ne comprenez pas spécialement pourquoi. Lui, il assiste à un but, pas nous. C'est le spoil. Ouais, c'est le spoil. Ça arrive même en rédac quand on ne regarde pas le match avec le même diffuseur. Et regardez ce sujet de nos confrères de France. Dès la Marseillaise à la télévision, ils ont entendu comme un écho dans leur dos provenant d'un autre bar. On sait qu'il y a 8 secondes d'avance sur la télé de là-bas par rapport à la télé d'ici. On va entendre à côté en avance qu'on voit le but. C'est le problème. À quelques mètres de là, l'autre télé, et pas 8, mais 23 secondes de décalage. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est essentiel si l'on veut vivre un match en vrai direct. C'est exceptionnel pour nous parce que du coup, on a en direct, on n'a pas la réaction des autres joueurs avant et des autres supporters. La finale de la Ligue des Champions, on avait du retard et c'était franchement pas agréable d'entendre les gens crier quand il y avait des actions. Donc là c'est nickel. 3e étage, juste en face, les locataires ont la stéréo de la rue, mais aucun risque de se faire divulgacher le score. Ils sont en avance sur tout le monde. Dès qu'on crie ici, on entend que ça crie ici, plus que ça crie là-bas. C'est un peu rigolo. Rigolo au point de faire croire à ses voisins que son équipe a marqué alors qu'il n'en est absolument rien. Être en avance sur son temps, ne serait-ce que de 14 petites secondes, confère un certain pouvoir magique. Ces deux supporters congolais, impatients et incrédules, un œil sur le portable et le score qui évolue avant même la télé, ont peut-être gâché la surprise de leurs voisins. Mais quand la joie est trop forte, il faut exploser avant les autres. Ils viennent de la voir. Pour cela, oubliez le Wi-Fi, les box Internet, misez sur la TNT et soyez les premiers à exulter. Et c'est à vous, Benoît, avec la suite de la 3e journée. Oui, à partir de ce soir et le dénouement des groupes D, E et F, le groupe D, Turquie, États-Unis, Paraguay, Australie, les États-Unis qui tenteront de poursuivre leur sans faute face à la Turquie, d'ores et déjà éliminés, l'Australie et le Paraguay qui se disputeront la 2e place. Dans le groupe E, un groupe qui nous intéresse particulièrement, nos amis ivoiriens qui vont en découdre face à Curaçao qui peut encore se qualifier, Absolument, Xavier, parce qu'ils ont fait un match nul. Absolument, et Équateur-Allemagne, l'Allemagne qui pourrait être l'adversaire des Bleus en 8e de finale. On aura le temps d'en reparler évidemment. Et puis le groupe F, Japon, Suède, Tunisie, Pays-Bas. Tunisie, important déjà éliminé. Ouais, d'ores et déjà éliminé. Et puis important d'essayer de partir au moins avec quelque chose. Eux qui ont été sèchement éliminés lors des 2 premières journées. Avec changement d'entraîneur aussi. C'est les Pays-Bas, et les Pays-Bas, ils ont encore des choses à jouer. Donc ils vont jouer ce match à fond face aux Tunisiens. Pour assurer la première place du groupe, parce que le Japon peut aussi terminer premier de ce groupe.
Et puis, comme chaque jour dans ce club, on vous rappelle que notre confrère Christophe Glaise, journaliste sportif à SoFoot, est toujours détenu en Algérie. Il avait été condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme après un reportage en 2024 sur le club de foot, la jeunesse sportive de Kabylie. Il espère à présent obtenir une grâce présidentielle. Nous pensons à lui. Merci beaucoup, Benoît Perrochet. Merci, Xavier Barret. Merci, Nami. Restez avec nous sur France 24. Paris Direct continue. On se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.